Nous sommes ravis, dans notre confrontation, il y a plusieurs membres du conseil d'administration qui sont là cet après-midi, de vous accueillir sur un sujet d'actualité. Repenser le marché intérieur de l'électricité. Alors, cher Claude Dezama, le repenser, on l'évoquera tout à l'heure, d'abord il a fallu le penser. Claude Dezama a été député et a été le rapporteur au Parlement européen dans les années 1996 de cette directive d'électricité qui après a vu d'autres textes arriver. Et donc c'est intéressant de voir un quart de siècle plus tard un petit peu où on en est. Il y a eu beaucoup de critiques. On peut dire aussi parfois en France notamment le risque de jeter le bébé avec l'eau du bain, de ne pas voir les avantages du marché dans une vision parfois un peu rétractée des échanges d'énergie. Cet après-midi, je pense que c'est pas tellement la tonalité qu'on entendra, mais c'est un dossier qui peut être très complexe, très technique, donc je pense que les différents orateurs de l'après-midi auront plaisir d'essayer de le simplifier, de le présenter dans sa complexité, mais aussi que les éléments clés du débat. Autour de moi cet après-midi, j'ai le grand honneur d'avoir Emmanuelle Vargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE est née, on en parlait tout à l'heure avec Emmanuelle Vargon, dans ces années 2000 en France, parce que au moment de 96, on ne parlait pas, les régulateurs, ce n'était pas un concept qui existait dans le paysage, ça paraît une évidence pour nous tous. À l'époque, c'était une innovation, et Emmanuelle Vargon en plus siège au sein de l'ACER, l'Agence des régulateurs européens. Ce sera intéressant sur le market design, mais aussi sur le rôle de l'ACER, l'articulation de l'ACER avec les autorités nationales de régulation. Je n'ai pas écrit énormément de sujets sur la table, peut-être que nous reviendrons tout à l'heure, notamment vos questions. J'ai à ma gauche immédiate Mathilde Lallemand Dupuis, mais quand je découvre, il s'appelle Mathilde Lallemand tout court, parce que nous avons eu quelques années au sein de la RTE. Mathilde, c'est une grande qualité qu'elle a un passé industriel, elle a vécu contre la ENSORI, qui est l'Association européenne des gestionnaires de réseaux de transport, et aujourd'hui désormais au sein de la DGNR. Et donc, elle pourra mieux que quiconque nous donner un grand élément de l'architecture qui a été présenté mi-mars par la Commission européenne. Pour Eurélectrique, l'association des électriciens européens, c'est Yvan Hachès qui est tout à fait à côté d'Emmanuelle Vargon, à mon extrême gauche et votre extrême droite quand vous regardez la table, qui est président du comité des marchés et des investissements de Eurélectrique. Valentine Assenas, à ma droite, est une des dirigeantes de AQE Énergie, une belle entreprise qui s'est lancée parmi les pionnières dans le photovoltaïque en France, mais elle est aussi responsable au sein de Solar Power Europe de toutes les questions plus qualifiées en français d'advocacy, au sens de plaidoyer, au sens français du terme. Et enfin, Claude Dezama, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui a été député européen pendant 3 mandats, 4 2 mandats. Je formais l'espoir que j'en fis un troisième. Et qui est reporter de la directive, et aussi, n'oublions pas, bourgmestre de Verviers, Tribelville, en Pologne. J'arrête là, je pense que le plus simple, c'est que je laisse la parole à Emmanuelle Vargon, ministre de l'écologie, ministre du logement en France et président de la CRE depuis l'an dernier. Emmanuelle, à la parole. Merci beaucoup, oui c'est mieux, merci cher Michel, merci à tous, merci pour cette invitation. Juste pour ouvrir et introduire les travaux de cette table ronde, dire quelques mots du point de vue de la Commission de régulation de l'énergie française et peut-être plus largement des régulateurs européens, comment on voit la problématique autour de ce qu'on appelle le market design, la réforme du fonctionnement du marché de l'électricité. En introduction, peut-être rappeler un ou deux faits. Le premier, c'est que la crise que nous avons vécue depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est d'abord une crise physique, c'est-à-dire c'est une crise de l'offre. 40% d'approvisionnement de gaz qui disparaît extrêmement brutalement avec la fin du gaz russe. Et en France, mais avec des implications à l'étranger, et je pense que cette phrase va s'appliquer tout au long du propos, un nucléaire français qui, historiquement, est au plus bas de sa production, compte tenu de la détection du problème de la corrosion sous contrainte. Et donc, ces deux phénomènes ont fait exploser les prix du gaz puis de l'électricité, évidemment pas qu'en France. Le gaz, c'est un problème européen. La propagation au prix de l'électricité s'est faite à la fois parce qu'une partie du gaz et une partie de l'électricité est produite à partir du gaz, et aussi parce qu'on a été en difficulté d'approvisionnement sur une partie importante du marché européen et du marché français. Et face à cette explosion des prix,
la question qui s'est posée de façon assez brutale à peu près tous les gouvernements, c'est comment éviter de retransmettre intégralement, brutalement et à cette hauteur-là, cette volatilité et cette augmentation des prix. Parce que quand le prix gros est multiplié par 10 ou par 20 ou par plus, c'est à peu près insupportable pour tout le monde. D'où une simplification qui a été faite en France, qui est une formule qui a très bien marché, mais qui reste une simplification, qui est il faut découpler le marché européen de l'électricité et du gaz. Alors je dis que c'est une simplification parce que entre découpler et gaz, en fait, il faudrait mettre beaucoup de morceaux de membres de phrases. Il faudrait parler de découpler le marché de gros du marché de détail, parce qu'en réalité, la question, c'est pas tant le marché de gros que la manière dont les prix se forment suite au marché de gros sur le marché de détail. Et ensuite, il faudrait parler du marché de gros de court terme et du marché de gros de long terme. Parce qu'en fait, notre problème, c'est découpler un impact trop fort du marché de gros de court terme sur les prix de détail. Et donc, il y a quelques bouts de phrases supplémentaires entre découpler et marché. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'était quand même ça le point de départ de la question posée. Comment faire pour mieux protéger les consommateurs? Et je parle du marché français parce que c'est celui que je connais le mieux. Ça résonne en France, puisqu'à partir du moment où le gaz est une partie assez marginale du mix électrique français, c'est à peu près 12% de production d'électricité sur les centrales à gaz en temps normal, un peu plus en ce moment, mais en temps chinois entre 10 et 12%. Il n'y a pas une énorme logique du point de vue du consommateur final que son prix soit extrêmement affecté par le prix du gaz. À partir de là, les débats politiques ont commencé. Vous savez mieux que moi, l'Union européenne a décidé de s'en emparer, la Commission européenne d'un côté, le Conseil de l'autre. Côté creux, on a essayé de contribuer, enfin on a fait plus qu'essayer, avec deux démarches. La première, c'est que nous avons produit une contribution du régulateur à la consultation de la Commission que nous avons rendue publique. Je crois que d'ailleurs nous faisons partie d'une minorité d'acteurs qui ont rendu public de façon totalement transparente avec l'émetteur la réponse à la consultation. Et puis nous avons mobilisé un groupe d'une dizaine d'économistes internationaux pour nous aider à réfléchir au fondement académique de cette affaire, considérant qu'on n'était pas obligé de tout réinventer à chaque fois et que donc aller chercher ce que dit la science économique des économistes de l'énergie, ça pouvait quand même être utile. Et on a réuni des économistes un peu français, mais aussi espagnols, italiens, allemands, anglais, américains, pour essayer d'avoir un regard un peu différent sur cette question. Les conclusions de tout ça sont assez convergentes et du coup j'en viens à notre vision et à nos recommandations. La première conclusion, c'est que le marché de gros de court terme est un atout, une construction patiente qui a pris 20 ans à construire et qu'il ne faut pas détruire et qu'il faut au contraire le préserver et le compléter. Donc, du point de vue en tout cas de la Creux et de ce groupe d'économistes, il n'est pas question de découpler sur le marché de court terme de gros le gaz et l'électricité, pas question de revenir sur la règle du mérite order. Au contraire, il faut continuer cette construction patiente de couplage avec les interconnexions, avec les règles qui favorisent les échanges. La deuxième conclusion, c'est que quand même on a un problème d'avoir aussi peu de liquidités au-delà de 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de marché à long terme. Et donc, qu'il faut développer de façon extrêmement volontariste des outils qui permettent des contractualisations à long terme. Alors, il y a des sujets sur lesquels on est tous d'accord, je crois, en tout cas qui font l'objet d'un assez grand consensus, qui est de développer les PPA, donc les accords de gré à gré. Nous souhaitons aussi développer des vrais outils de marché de long terme, c'est-à-dire des forwards qui soient à plus long terme, des contrats plus standardisés qui s'échangent, voire la possibilité de développer des options qui permettent d'organiser des stratégies de couverture de risque. Et il y a, de mon point de vue, un très gros enjeu à faire émerger un marché avec du volume et de la liquidité à long terme. De façon un peu plus technique, on a proposé de favoriser la création de teneurs de marché, quitte à ce qu'ils soient rémunérés pour permettre cette liquidité. Et donc, on n'oppose pas du tout les contrats de gré à gré qui sont hors marché, des contrats sur les marchés qui devraient aller au-delà de 2 ans ou 3 ans, qui devraient essayer de proposer une meilleure visibilité et donc une moindre volatilité. Et donc, en ce sens, on a proposé, par exemple, de pouvoir contractualiser sur les interconnexions au-delà de 3 ans,
Parce que si on veut des contrats et que le producteur et le consommateur sont pas au même endroit, ne sont pas du même côté de l'interconnexion, il faut forcément sécuriser du volume. De ce point de vue-là, et je ne parlerai pas au nom de la Commission parce que la DGNR est bien représentée à mes côtés, moi il me semble que le projet de règlement de la Commission est très positif sur ce point. On avait quand même l'impression, c'était peut-être même un peu plus qu'une impression, que les textes communautaires ou l'application de la pratique communautaire est extrêmement réservée sur l'existence de contrats long terme, en particulier de gré à gré, considérant que tout ce qui passait dans des contrats long terme de gré à gré, c'était autant de liquidités et de produits en moins sur le marché plus structuré. On a quand même l'impression qu'il y a une vraie ouverture sur le principe de contrat et d'outils à long terme, qui normalement doivent permettre de rapprocher les prix des coûts complets, et en particulier pour les actifs décarbonés, renouvelables et nucléaires, les coûts complets sont assez inertes, c'est quand même globalement du coût fixe. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a évidemment la question de la base et de la forme, il y a la question d'intermittence, mais globalement on sait quand même à peu près à combien ça sort et c'est pas dépendant des énergies fossiles. Donc ça c'est le premier point. Vraiment développer tous les outils de marché de façon complémentaire, de long terme, qui trouvent leur place. Le deuxième point, c'est d'essayer de traiter la question du marché de détail. Et ça, c'est probablement la question la plus compliquée en réalité. Ce qui était assez frappant dans notre groupe d'économistes, dans laquelle il y avait David Newbery, William Hogan, Jean-Michel Delachant, Christian Bollier d'Économie de Toulouse, etc., Alain Créty, et quelques autres, c'est qu'il reste quand même un niveau très macro et très relation producteur-système, et que la question de savoir comment on traite le consommateur, finalement, c'est un peu ça, débrouillez-vous. Or, c'est quand même ça, le fond de notre problème. Donc, là aussi, je trouve que la proposition de la Commission ouvre pas mal de portes. Elle dit des choses qui sont importantes du point de vue du marché français, en tout cas. La première, c'est que les tarifs réglementés sont légitimes et autorisés pour les particuliers et les TPE. Bon, comme la France vit avec les tarifs réglementés et une clause de revoyure en 2025, on est content. La deuxième, c'est si redistribution il doit y avoir, c'est possible de redistribuer de façon universelle à la totalité des consommateurs, ce qui est d'abord ce qu'on a fait assez largement, et puis ce qui est, on avait une question assez fondamentale, donc c'est important. Et puis la troisième, c'est on peut travailler sur les obligations fournisseurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au marché de détail? Donc là, je vais rentrer dans la partie qui est probablement un peu moins consensuelle. On s'intéresse au marché de détail pour protéger le consommateur final de la volatilité très grande et du coup des variations de prix et des prix potentiellement très élevés. On s'intéresse aussi au marché de détail, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais en tout cas au marché final, pour des raisons de compétitivité. Et ça, je crois que c'est l'un des grands enseignements aussi de la période, et ça n'est pas que un sujet marché de l'énergie, c'est aussi un sujet réponse à l'arrêt et toutes les démarches que mène la Commission actuellement. L'énergie, c'est un intrant dans des process industriels. Si on est sérieux dans la volonté de réindustrialiser et ou de décarboner l'industrie existante, alors cet intrant est absolument stratégique. Le coût de l'électricité pour fabriquer de l'hydrogène, pour changer le process de production, demain pour réintégrer de la production sur le sol européen, c'est un sujet. C'est un sujet entre l'Europe et le reste du monde, les États-Unis. C'est, j'imagine qu'on y viendra dans la discussion, un sujet entre États membres aussi forcément à un moment ou à un autre, puisque chacun cherche à montrer sa compétitivité relative, absolue et relative. Donc la capacité à faire bénéficier à la fois les consommateurs et les industriels du mix d'un pays, du mix posé sur le sol d'un pays, c'est aussi un sujet. Et c'est probablement, c'est pour ça que je dis que le nucléaire est un peu un des éléments un peu structurants de la discussion entre la France et l'Union européenne sur la question de l'organisation du marché de l'énergie, c'est qu'on est dans une situation objectivement assez spécifique par rapport à d'autres États membres. La France pose la question de savoir comment est-ce que peut et doit se vendre cette énergie nucléaire au consommateur final. Donc si je reviens en piste pour le marché de détail,
L'idée de dire qu'on peut faire des tarifs réglementés, l'idée de dire qu'on peut redistribuer de façon universelle, l'idée de dire qu'on peut développer les obligations fournisseurs. Alors la redistribution universelle, ça veut dire qu'on peut éventuellement mettre une partie importante des actifs décarbonés sous contrat for difference, y compris le nucléaire existant, virgule, sous réserve qu'il faille y réinvestir. Il se trouve que oui, il faut y réinvestir, donc on a de la marge. Après, bien évidemment, on va être dans les détails, ça veut dire qu'en CFD, on le fait comment, on fixe comment ses modalités, son prix, etc. Mais ça permet cette idée de permettre à tous les consommateurs sur un territoire de bénéficier du mix du territoire. Et puis je finirai sur les obligations fournisseurs. Moi, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, parce que on n'a pas complètement réussi à convaincre, en tout cas en France, de l'apport de la libéralisation du marché de détail de fourniture d'électricité. Et en général, on a un magnifique à contrario entre les télécoms, où tout le monde considère que, quand même, l'ouverture du marché des télécoms, ça a permis la concurrence des offres de bonne qualité et à prix bas, versus l'électricité, où on voit plus les quelques pourcents de marché tenus par des fournisseurs qui ont des comportements douteux, que l'apport important de la concurrence sur le volume de marché. Et pour préserver cette ouverture à la concurrence, à laquelle moi je crois, ce qui tombe bien pour un régulateur, il me semble qu'il faut aussi qu'on soit clair sur les obligations minimales d'un fournisseur, obligations prudentielles, obligations de couverture, et dans notre vision, obligation de protéger le client final d'une volatilité trop forte des prix. Et ça peut passer soit par un mécanisme totalement mutualisé, type contrat for difference, mais ça peut aussi passer par des obligations de couverture à long terme, et donc des fournisseurs qui s'adossent de façon virtuelle à des producteurs dans des contrats de long terme dans lesquels ils achètent à un prix qui lui-même est prédéterminé et donc qui n'est pas trop loin du coût de production et qui permet de protéger le consommateur final, le consommateur du fournisseur, des variations de prix. Donc c'est pour ça que le volet renforcement des obligations prudentielles sur les fournisseurs est probablement un élément important de la réforme. Donc pour conclure, il me semble que la question posée a été très simplifiée, et du coup les débats pour ou contre le marché de l'électricité, est-ce qu'on a eu raison ou tort, etc., sont des débats qui ont été sursimplifiés sur une matière qui est évidemment plus complexe et qui nécessite un peu plus de temps d'explication et de nuances. Que néanmoins on a été confronté à un problème qui était que la hausse des prix était insupportable pour le client final, qu'il soit industriel, entreprise ou consommateur, et que du coup tous les États ont monté des mécanismes de protection, pas tous les mêmes, mais ont tous monté des mécanismes de protection, que le projet de la Commission objectivement ouvre beaucoup de portes et beaucoup de possibilités, et de mon point de vue il est équilibré et globalement il répond bien à la problématique. Et qu'ensuite, dans toutes ces portes ouvertes et dans toute cette subsidiarité que je trouve assez positive, il reste à savoir à construire pour chaque État membre sa propre réponse à l'intérieur de ce cadre, avec comme toujours la situation un peu spécifique du nucléaire français, mais vous seriez déçus si je n'en parlais pas. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Alors, il y a tellement de choses qui ont été dites dans ce mot d'introduction que je ne sais pas comment rebondir confortablement. Je vais simplement prolonger le propos sur les dimensions prudentielles qui seraient imposées aux fournisseurs. Alors, moi je suis très franco-français, il y a sans doute dans cette salle beaucoup de gens dans une culture européenne que je n'ai pas. Mais en tout cas en France, dans l'Hexagone, c'est quelque chose qui fait largement débat. J'étais hier soir avec un gros fournisseur d'électricité en France, que je ne nommerai pas, et qui évoquait une usine à gaz quant aux règles prudentielles qui viendrait quelque part s'imposer aux fournisseurs. Du point de vue de confrontation Europe, ces règles prudentielles, au regard de ce qu'on a vécu là, toujours sur le marché français, je pourrais citer un nom, Hydroption, un fournisseur qui a laissé bon nombre de ses clients, notamment les collectivités locales, sans capacité de se fournir, sinon on a trouvé dans les meilleurs délais un fournisseur autre, bon, en l'espèce un gros. Mais donc sur ces règles prudentielles, et je ne sais pas par qui je vais commencer, mais peut-être par Madame Lallemand, puisque toute cette discussion trouve son origine à la Commission,
Comment on peut trouver un équilibre entre cette protection qui est due aux consommateurs et dont on a vu effectivement les conséquences cette année et demie qui vient de s'écouler, tout en gardant une certaine fluidité sur le marché, c'est-à-dire en permettant potentiellement à des nouveaux entrants d'arriver. Donc comment trouver le bon équilibre? Et je pense qu'on y reviendra, mais la question de l'équilibre, on le voit ici au travers des règles prudentielles, on le verra sans doute, et ça a été dit par Madame la Présidente Baron, les contrats de long terme, les contrats de court terme, il ne faut pas assécher un marché. Je pense qu'on reviendra souvent sur les questions d'équilibre. Je vous invite à prendre le micro et à me dire comment vous voyez justement cette obligation quelque part morale de protéger les consommateurs qui souvent sont assez démunis dans la compréhension du marché et la nécessité de faire que le marché fonctionne du mieux possible. Alors je pense que cette question est intéressante et un peu au cœur de la réforme, puisque on a 3 grands objectifs dans la réforme, et je pense qui ont été largement expliqués dans votre intervention. D'abord, protéger les consommateurs, donc effectivement avec des mesures protectrices, mais aussi stimuler les marchés pour avoir une meilleure stabilité, prévisibilité des coûts, donc stimuler les marchés long terme. Et enfin, et on y reviendra sans doute plus tard dans le débat, aussi accélérer le développement des énergies renouvelables et des flexibilités dans le système électrique. Sur la question de la protection des consommateurs, il y a 2 volets dans la proposition de la Commission. La protection elle-même, donc avec une plus grande diversité dans les offres, notamment des offres à prix stable, aussi l'extension des tarifs réglementés de vente, y compris en dessous des coûts lors de périodes de crise. Donc ce sont quand même des portes effectivement ouvertes qui sont assez nouvelles et qui répondent vraiment de manière très précise à la crise. Et il y a aussi, côté fournisseur, obliger les fournisseurs à se couvrir. On en est conscient, c'est une obligation qui peut être complexe à mettre en œuvre, puisque finalement, on met d'un côté l'obligation des fournisseurs qui créerait plus de demandes sur ce marché long terme, et puis de l'autre côté, on souhaite stimuler ces marchés long terme qui aujourd'hui sont peu liquides. Et on comprend l'anxiété des fournisseurs qui expliquent comment je vais trouver des contrats dans un marché qui aujourd'hui n'est pas liquide. Donc on espère un développement naturel de ce marché avec davantage côté demande, donc des fournisseurs qui devront se couvrir pour mieux protéger leurs consommateurs et offrir des offres plus équilibrées à leurs clients. Et de l'autre côté, il faut évidemment leur proposer un marché, pas seulement aux fournisseurs, d'ailleurs aussi aux producteurs, proposer un marché long terme qui soit beaucoup plus liquide et sur lequel on peut trouver des transactions plus facilement. Et ça, c'est vraiment le 2e volet de la réforme. Donc, protéger les consommateurs, premier volet, stabiliser les coûts de l'énergie, c'est le 2e volet, avec, comme il a été dit en introduction, le développement des contrats de gré à gré, donc ce qu'on appelle les Power Purchase Agreements, des contrats bilatéraux, notamment avec des producteurs renouvelables, mais aussi bas carbone, puisqu'on parle du nucléaire. Donner en tout cas, obliger les États membres à faciliter ces contrats et à donner les outils pour permettre de lever les obstacles. Aujourd'hui, un des grands obstacles de ces contrats, ce sont les risques de crédit sur les consommateurs, sur les acheteurs de ces contrats. Donc, donner la possibilité d'avoir ces outils-là. On a également donc, les contrats pour différence, pour une liste de certaines technologies, donc les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, le nucléaire, l'hydraulique sans réservoir, donc des contrats pour différence qui vont viser à stabiliser les prix et effectivement, comme on disait, à redistribuer les revenus excessifs aux consommateurs. Il me semble personnellement un point qu'il faut aussi garder en tête aujourd'hui sur ces contrats pour différence. On est extrêmement focalisé sur le fait de pouvoir collecter les revenus, puisque nous avons des prix très hauts, mais des contrats pour différence impliquent aussi un floor, donc un prix minimum, que lorsqu'on sera sorti de cette crise, il faudra aussi payer. Donc c'est aussi un aspect important qui a eu beaucoup moins dans le débat et qui me semble très important. Et puis il y a aussi donc, un fournisseur qui va devoir se couvrir, va sans doute vouloir se couvrir sur des échéances plus longues que les PPA. Les PPA, c'est entre 5 et 20 ans. Donc des marchés forward plus liquides pour se couvrir entre de 1 à 3, 5 ans, où là la Commission propose des mesures pour booster la liquidité des marchés forward. Donc comme l'a proposé la CRE, avoir des droits long terme aux interconnexions qui aillent jusqu'à 3 ans, qui soient mis sur le marché plus régulièrement,
mais aussi la création de prix de référence qui soient régionaux et qui permettent de faire une sorte de pool de liquidité entre plusieurs zones de marché. Donc il y a un peu ces deux pendants, et le troisième étant d'accélérer les renouvelables et les flexibilités, donc on reviendra plus tard dans le débat. On va y arriver tout de suite avec Mme Sassalas. Alors, on m'a soufflé dans l'oreille que Michel ne m'avait pas présenté. Merci Michel. Et non, j'ai eu un oubli. Bah oui. Ou tu as pris le micro trop vite. Une des deux versions. Donc, Christophe Léguinet, qui est conseiller énergie de confrontation, par ailleurs est un homme de réseau, au sens où il a des activités coupables au sein d'Enedis, du réseau de distribution français. Voilà. C'est bien ça. Et un Européen dans l'âme. Absolument. Donc on parlait des renouvelables, on a vu cette question de la protection du consommateur. Il y a évidemment la question de l'ambition de décarbonation de notre économie, qui passe évidemment par une augmentation significative de la production d'électricité. Madame, vous l'avez dit, la crise qu'on a connue, c'est d'abord une crise physique. On peut inventer toutes les règles du marché qu'on veut. S'il n'y a pas plus d'électrons, plus de puissance disponible, plus d'énergie produite, ça sera compliqué. Donc, j'ai demandé à Mme Lassalas si, de son point de vue, les propositions, le contexte de la consultation qui a été émis par la Commission, quelque part satisfait à ces exigences, soit au travers de PPA, soit de CFD, soit peut-être d'autres dispositions qui pourraient trouver leur place. Merci. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, je pense que c'est assez central dans cette réforme. Juste si vous me permettez, avant, je voudrais refaire un petit retour en arrière parce que Michel, tu l'as un petit peu évoqué dans ton propos introductif. La presse commence à dire en ce moment que le texte qui serait porté aujourd'hui par la Commission européenne serait plutôt un ajustement, vous l'avez peut-être vu comme moi, Mathilde, qu'une véritable réforme. Pour moi, il y a un vrai danger à penser les choses comme ça. D'abord, Emmanuel vous l'avez dit, il y a énormément de moyens qui ont été mis en place. Il y a une situation d'urgence. Il y a des vrais enjeux auxquels il faut répondre extrêmement rapidement. Et les objectifs qui sont fixés, que vous avez rappelé Mathilde, sont très ambitieux. Les moyens que vous proposez, de notre point de vue, pour commencer à répondre à votre question, sont également plutôt ajustés et adaptés à la situation que nous sommes en train de vivre. Et donc, je pense qu'il est dangereux de penser qu'il s'agit d'un ajustement et pas d'une réforme. Par ailleurs, un autre danger que je vois à cette prise de position, c'est le signal d'instabilité réglementaire qu'on risque d'envoyer aux acteurs qui s'investissent sur le développement des énergies renouvelables et qui me semble extrêmement problématique si on veut véritablement accélérer la transition énergétique. Ensuite, donc effectivement, pour répondre à votre question, la panoplie d'outils qui est proposée par les textes de la Commission est intéressante, mais pour moi, et c'est là où peut-être nos visions diffèrent légèrement, les CFD sont conçus comme des aides d'État, et vous avez raison, si le marché baisse, à un moment donné, l'État sera débiteur auprès des acteurs, des producteurs, et donc pour nous, les CFD doivent avant tout venir soutenir l'innovation et la diversification du marché. Alors que les PPA, si on les regarde tels qu'ils sont, c'est-à-dire un contrat privé entre un producteur et un consommateur, ce sont des outils extrêmement intéressants, d'autant plus qu'ils sont en général passés sur des durées plutôt de long terme. Donc, chez Akuo, c'est environ une quinzaine d'années, un PPA. Donc pendant ces 15 années, il y a un prix fixe de l'énergie. Donc on contribue de cette manière à la stabilité du prix de l'énergie et on donne une visibilité et surtout on donne, pour répondre à ce que vous disiez Emmanuel, une capacité à l'ensemble des consommateurs d'être acteurs de la transition énergétique. Et ça, je pense que c'est fondamental, on l'a vu, le GIEC l'a redit, on a besoin de l'implication de tous si on veut aller dans la transition énergétique. Et donc pour moi, impliquer les consommateurs et leur laisser le choix de pouvoir contracter pour un électron vert, c'est le moyen pour arriver à nos fins en termes de transition énergétique. Merci pour cette réponse. Alors là, on vient d'évoquer, on n'a pas fini, hein, mais évidemment, mais on vient d'évoquer quelques évolutions qui se dessinent au travers de cette initiative prise par la Commission. Il y a quelques semaines, j'évoquais le fait qu'on a vécu pendant 20 ans quasiment avec les mêmes règles de marché que au pro, c'est-à-dire qu'on a eu un continuum assez fort et que là, on a décidé en moins de 12 mois, si on entend l'ambition
d'aboutir à un texte avant la fin de l'année, à une réforme, une refonte, avec une profondeur qui reste à discuter, mais un nouveau texte. Alors, cher Claude, oui, tu connais toute cette histoire, ces 20 ans dont je viens de parler. Est-ce que l'évolution qui nous est proposée, qui se dessine, l'émergence des PPA, des CFD qui existaient déjà, mais qu'on souhaite évidemment développer bien plus, quelle lecture tu peux en faire au travers justement de cette continuité historique du marché et de ce moment de rupture qu'on a connu, on va dire, fin d'automne, début d'hiver 2021, qui nous amène à repenser pas mal de choses, et notamment ces modes de contractualisation et cette stabilité qu'on cherche à avoir du prix sur les marchés de gros. Mais en ce qui me concerne, ce qui me frappe, c'est, je dirais, le transformisme du marché européen de l'électricité. Car, enfin, moi j'ai vécu la discussion sur la première directive dont j'étais participant, et quand on voit tous les ajouts, tous les changements, toutes les modifications, tous les règlements qui ont pu s'ajouter, on peut se demander si effectivement un chat y retrouverait ses jeunes. Et nombre d'acteurs d'ailleurs du marché de l'énergie aujourd'hui sont en train de se demander, et j'en ai eu un au téléphone hier et pas le moindre en Belgique, qui est en train de se demander comment ils vont, je dirais, s'organiser pour aller dans le sens voulu par la Commission. Ce qui ne veut pas dire que ce que propose la Commission n'est pas pertinent, c'est souvent le cas d'ailleurs, mais c'est souvent compliqué aussi. C'est une des caractéristiques de la Commission européenne. C'est très technocratique. Et donc, moi je me demande si à un moment donné, il ne faudrait pas faire un bilan, prendre un certain recul pour s'interroger sur le fonctionnement même du marché. Il n'est pas question évidemment de remettre en cause ici la libéralisation, ça a été un plus manifeste pour le secteur de l'énergie, ça c'est l'évidence. Il ne s'agit pas de remettre en cause non plus l'existence d'un marché, ou de marchés plus exactement, comme le disait tout à l'heure Madame Vargon, mais se demander si, je dirais, l'organisation de la concurrence, oui, le fonctionnement du système par le marché, je dis bien, j'insiste sur le mot par le marché, est bien la voie unique qu'il faudrait y arriver. C'est sans doute une voie qui a ses plus, qui a ses moins, mais qui est de plus en plus compliquée, surtout lorsqu'on poursuit plusieurs objectifs à la fois, c'est-à-dire de développer les énergies renouvelables dont on sait qu'elles constituent en soi, ne fût-ce que par leur mode de subventionnement, un élément perturbateur dans le fonctionnement du marché. On sait aussi que les énergies renouvelables, quand elles atteignent un certain niveau, un certain plafond, entraînent ce que les économistes anglais ont appelé le clean energy paradox, qui veut que si on veut développer d'autres types d'énergie à côté des énergies nucléaires, des énergies renouvelables, elles doivent nécessairement elles-mêmes aussi être subventionnées. On l'a vu avec le retour de la Grande-Bretagne vers l'énergie nucléaire avec Kingsley Point. Donc, je veux dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut bien voir. Et donc, personnellement, moi, je regrette que la Commission, dans ma part, ne s'est pas engagée vraiment dans la voie d'une réforme profonde en proposant en quelque sorte deux systèmes, deux types de marchés. Soit le fonctionnement du système électrique par le marché, qui est ce qui existe aujourd'hui, mais avec toute une série de pièces rapportées, ce qui font que le moteur original est un peu différent, le moteur actuel est très différent du moteur original, et les mécaniciens ont de plus en plus difficiles, je dirais, à remplacer les pièces ou à le faire fonctionner. Et d'autre part, on l'a vu avec la crise de l'énergie, et d'autre part, évidemment, une autre approche qui privilégierait d'une part la sécurité d'approvisionnement, qui manifestement a été mise à mal lors de la crise récente et qui a prouvé que le marché tel qu'il fonctionne maintenant n'était pas une réponse à ce problème de l'approvisionnement, et d'autre part aussi une protection plus solide, je dirais, des consommateurs. Alors avec quelques autres comme Jacques Percevoix et comme Hansen, nous avons proposé, et je l'ai exposé ça dans la revue de l'énergie en 2020, une alternative, non pas pour remplacer le marché, mais pour choisir une autre voie, qui est le fonctionnement du système pour le marché.
Et ce n'est pas une innovation extraordinairement révolutionnaire, et ce n'est pas le résultat d'un marxisme rampant, bien entendu, hein, puisque l'Angleterre elle-même, Grande-Bretagne qui avait été prise comme modèle par la Commission dans les années 90, est passée précisément à ce système de fonctionnement pour le marché, à travers la réforme qu'elle a entreprise en 2010, après avoir vécu 30 ans, je dirais, sur base d'un marché extrêmement ultra-libéral. Donc, la proposition est la suivante, c'est se dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un marché qui fonctionnerait sur base d'appels d'offres? Deux types d'appels d'offres. Le premier, ce serait un appel d'offres vers les producteurs. On mettrait en concurrence toute une série de producteurs et on aurait comme ça des capacités, je dirais, d'électricité qui seraient garanties à travers cet appel d'offres. Et la concurrence jouerait bien entendu sur l'appel d'offres, elle jouerait elle-même à la baisse du prix. Et d'autre part, en matière de relations avec les détaillants, avec les consommateurs captifs, ce serait la possibilité pour un acteur qui pourrait être d'ailleurs le gestionnaire de réseau de distribution, de pouvoir faire aussi les appels d'offres vis-à-vis des fournisseurs, de manière à agréger en quelque sorte la demande et à faire comme ça, à maintenir un équilibre. Et ces appels d'offres ont l'avantage, c'est-à-dire qu'à la fois, bien sûr, puisqu'ils jouent sur des grandes quantités, de faire peser à la baisse les prix, ils auront un deuxième avantage, c'est de donner un signal économique, je dirais, rationnel aux producteurs, ce qu'ils n'ont pas maintenant, ce qui fait que depuis 20 ans, il y a une certaine raréfaction des investissements en matière de production d'électricité. Et enfin, l'avantage de cela, c'est naturellement que l'on pourrait proposer des prix intéressants au niveau du consommateur final. Alors bien sûr, on peut distinguer, comme on l'avait fait dans la première directive, le marché vers les grandes entreprises, le marché vers les clients résidentiels et vers les PME, mais je veux dire globalement, il y a une deuxième approche, et ce que je regrette, c'est que depuis lors, cette double approche était prévue dans la première directive, elle a été abandonnée progressivement, et je regrette, je crois qu'au vu des problèmes que nous avons eus cette fois-ci, eh bien je pense qu'on pourrait réintroduire cette alternative en quelque sorte au marché actuel. Oui, Michel, je vois qu'il y a une volonté d'intervention de la part du président. Juste un petit point d'information par rapport à ce que le développe, puisque la France, dans les années 94-95, avait milité pour que soit insérée dans la directive cette notion d'acheteur unique. C'est ça. Puis quelques mois après l'adoption de la directive, la France a choisi RC et tient au réseau qui nous guide depuis. Non, mais c'est un petit point historique. Voilà, c'est un fait que j'ai connu, j'étais jeune. La question de l'acheteur unique, c'est pour vous dire mon âge. Mais effectivement, oui, c'est un débat qui avait eu lieu largement en France, en Italie aussi, sauf erreur de ma part. Mais j'entends effectivement, Claude a raison de le souligner, il y a quelques écrits académiques qui récemment remettent au bout du jour l'opportunité de l'acheteur unique à côté potentiellement de PPA ou autre. Mais effectivement, il y a une réflexion qui s'est engagée chez certains chercheurs, on va dire comme ça. Yvan, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, il y a des choses assez profondes. Moi, j'ai envie de revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure du bon équilibre des choses. Et qu'on a le sentiment qu'il faut... on est quelque part sur une ligne de crête et il faut trouver un bon équilibre entre le court terme et le long terme. Une protection du consommateur, mais qui permette quand même de préserver, comme Claude l'évoquait, un marché ouvert, un marché qui donne à chacun l'opportunité d'y rentrer et de développer ses activités. Donc le challenge est complexe, mais quel chemin? Alors je vais noter aussi que Eurélectrique avait promis une contribution qui avait été également rendue publique et qu'on avait lu avec attention suite à la consultation de la commission. Donc quel éclairage on peut avoir sur cette ligne de crête, parce qu'on voit qu'effectivement il y a différentes appréciations qui se font jour sur la bonne marche du marché. Je retiens aussi ce qu'évoquait Claude Bezama, le fait que il y aura peut-être, il y a des élections européennes qui arrivent dans quelques mois, on va dire,
Peut-être qu'il y aura d'autres idées qui émergeront après les élections sur des majorités nouvelles, sait-on jamais. Mais voilà, quelle vision à Eurélectrique, c'est compliqué, sur tous ces éléments-là. Voilà, effectivement, mes prédécesseurs ont déjà beaucoup couvert le sujet, donc voilà. Mais Eurélectrique est globalement satisfait de la proposition de la Commission. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que le marché de l'électricité, comme on le connaît actuellement, c'est une évolution effectivement en cours des dernières années. Il y a beaucoup qui a été fait pour intégrer les marchés, pour faire en sorte qu'ils fonctionnent de manière efficace, qu'effectivement, quand il y a un problème sur l'offre, on parlait tantôt du problème sur l'offre sur le gaz, sur l'électricité, mais le marché continue à fonctionner, et c'est vrai qu'on a toujours eu du gaz, on a toujours eu de l'électricité durant l'hiver, et ça vaut la peine de s'en rappeler et de préserver cet acquis. Vraiment, on a besoin d'avoir plus d'Europe, et voilà, il faut continuer sur ce chemin-là. C'est extrêmement important d'implémenter ce qui a été notamment décidé avec le Clean Energy Package, qui avait pour but de mieux protéger les consommateurs, de mieux intégrer le renouvelable, et c'est vrai que c'est toujours en cours, ça date de 2019, il faut continuer sur ces différents aspects. Alors, la proposition de la Commission prend bien en compte ce qu'on a pu apprendre de la crise, donc effectivement la nécessité d'accélérer la transition énergétique, d'accélérer les investissements, donc l'utilité d'avoir des signaux de prix à long terme pour ces investissements, donc Mathilde a mentionné les PPI, les CFD, etc. C'est également important de regarder la problématique des consommateurs, et c'est vrai que par le passé on s'est beaucoup focalisé sur le fonctionnement des marchés court terme, moins sur effectivement ces signaux de prix long terme, effectivement moins sur le prix pour les consommateurs, et c'est important que les consommateurs puissent bénéficier des avantages effectivement de ces investissements, de cette transition énergétique. Voilà. Alors, vous parlez tout de suite de la contribution à la consultation de la Commission. Alors, Eurélectrique a aussi publié la semaine passée une étude et des recommandations sur l'architecture de marché, donc elle est disponible sur le site d'Eurélectrique, et qui comprend essentiellement 3 éléments. Un premier élément, c'est effectivement développer un cadre contractuel amélioré pour les consommateurs. Le deuxième élément, qui est le cadre pour faciliter les investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs de décarbonisation avec effectivement les énergies renouvelables et les énergies bas carbone. Et le troisième pilier qui est effectivement, et je pense qu'on l'avait également, cette dimension sécurité d'approvisionnement. C'est extrêmement important de s'assurer que tout ça permet de garantir la sécurité d'approvisionnement. Voilà. Merci. Bien sûr. Je vais être obligée de me sauver, donc c'était pour vous prier de m'excuser et dire que Laurent Ménard, qui est le directeur des affaires économiques, va me remplacer dans la deuxième partie de la table ronde. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc là, je vais mettre M. Ménard à la contribution. Ah bah c'est comme ça. Faut être chaud, faut être chaud. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce qui marche. Ben non, vous n'avez pas encore pris la parole, c'est bien normal qu'on vous la donne. On a évoqué, donc là, on a fait un balayage assez large, assez complet des problématiques, entre guillemets, qui se posent sur le marché et de la façon dont la Commission propose des réponses. Là, j'avais une question de curiosité que je me permets de vous poser, et puis je la poserai ensuite à toute personne qui souhaite apporter un complément. C'est l'évocation, effectivement, des PPA, des CFD, où qu'on soit. C'est-à-dire que dès que le sujet de l'évolution du marché, de la réforme sur le marché de l'électricité est évoqué, on parle de PPA et de CFD, j'aurais souhaité avoir un petit éclairage de votre point de vue sur ce que les Anglais se proposent de mettre en place avec Sizewell C. Donc c'est un réacteur nucléaire qui doit être construit. Alors quand je dis qui doit, on ne va pas évoluer sur le qui doit, c'est un projet. Et sur lequel on serait sur un mode de rémunération encore différent de ce que sont les PPA et les contrats pour différence. On serait sur une rémunération sur base d'actifs régulés. Donc quelque part, le régulateur indépendant, sauf erreur de ma part, et vous me corrigez si je me trompe, mais aurait vocation, en tout cas l'OGM au Royaume-Uni, aurait vocation
à fixer la rémunération du producteur sur la base de ses coûts. Donc on aurait, a priori, une correspondance très directe entre les coûts de production et le prix payé par le consommateur final, sujet qui fait largement débat en France, ça a été dit par Emmanuel Macron tout à l'heure. En France, alors c'est sans doute moins vrai dans d'autres pays, mais en France, les consommateurs se sont étonnés de cette décorrélation profonde entre le coût de production du mégawattheure et son prix de vente. Est-ce que ce mécanisme de rémunération sur base d'actifs régulés vous paraît avoir de l'avenir en complément des PPA et des CFD? Alors, effectivement, il fallait que je sois chaud. Il nous prend avec une question. Alors, je vais répondre en plusieurs temps. Je suis désolé, je vais prendre un tout petit peu de temps pour répondre à cette question, qui est une question importante. Premier temps, oui, nous travaillons sur une éventuelle rémunération sur base d'actifs régulés pour le nouveau nucléaire. Bien sûr. On va se déguiser derrière son petit doigt. Pourquoi est-ce qu'on a été amené à travailler sur ce design-là d'un contrat qui unirait un producteur avec une autorité publique, parce qu'on est toujours sur ce sujet-là? Parce que, enfin je vais dire des choses très évidentes, on a des durées d'immobilisation du capital sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires qui le rendent quand même très difficilement compatible avec les profils des outils actuellement à disposition dans la boîte à outils pour convaincre un producteur d'investir. Le grand avantage, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, même si c'est horriblement technique, le grand avantage de la rémunération sur base d'actifs régulés, c'est que vous pouvez répartir dans le temps, en fonction du sort que vous donnez aux immobilisations en cours, le financement par le consommateur de ce nouvel instrument. Alors je sais que la CRE, et je pense que la CREG, c'est pareil, et d'autres encore, savent gérer ces complexités. Voilà. Donc oui, nous regardons ce sujet-là. C'est pas un sujet très simple à faire comprendre aux autorités politiques qui sont in fine décisionnaires. On est quand même très aidé par l'exemple anglais que vous avez cité, même si c'est pas quelque chose de tout repos. C'est des contrats qui sont compliqués à construire. Et donc je vous réponds assez franchement, nous travaillons dessus. Après, dans le bien, mais c'est quelque chose qui est dans le champ de réflexion. C'est tout à fait dans le paysage. Après, il faut aussi se méfier de notre façon de trier. C'est-à-dire qu'on a tendance à essayer de créer des catégories qui sont exclusives les unes des autres. Dans votre question, il y avait l'idée que la rémunération d'une base d'actifs régulés, c'était un contrat différent d'un PPA, c'est un contrat différent d'un CFD. Oui, peut-être. Peut-être. Je ne suis pas absolument certain que tout ça soit parfaitement imperméable et qu'il n'y ait pas des souplesses qu'on est en train de trouver. Enfin, moi, je suis extrêmement frappé. Au début, quand on a regardé les PPA, c'était des PPA PS Produce, pour rentrer un petit peu dans la technique. Aujourd'hui, c'est des PPA des autres qui n'ont économiquement pas grand-chose à voir en termes de répartition des risques entre le consommateur et le producteur avec le PPA d'origine. Donc là, c'est un petit message, mais un message important. Derrière la complexité technique, il y a des souplesses qui sont absolument indispensables pour bien créer le curseur de la répartition des risques entre les acteurs du marché de l'électricité. En tout cas, merci pour la réponse. Ça montre qu'il y a une recherche dans l'innovation contractuelle à la CRE, mais c'est une très bonne nouvelle. Quelqu'un voulait-il apporter un complément sur ces questions un peu techniques? Technique, non. Alors, je bascule sur une dimension presque politique derrière, mais l'autre peut-être une... Oui. Non, je voulais simplement... Ça va, il ne marche pas? Voilà.
Voilà, ça doit être bon. Non. Donc je voulais dire simplement ceci, c'est que vous apportez en quelque sorte de l'eau au moulin, en ce sens que aujourd'hui on arrive à une complexité telle qu'on se demande comment un marché peut encore fonctionner, un marché tout à fait ouvert et tout à fait libéralisé peut encore fonctionner. Il y a le système des subventions et d'autres avantages en faveur des énergies renouvelables. Il y a maintenant, parce qu'on sait bien que le développement du nucléaire va devoir se jouer comme ça, avec au départ des actifs régulés, parce qu'autrement la concurrence ne sera plus possible. Il faut amortir sur le long terme un investissement considérable. Donc est-ce que ça a encore un sens de tout miser sur précisément les règles du marché, c'est-à-dire de faire fonctionner le système par le marché? Au contraire, je pense que l'hypothèse alternative que je proposais tout à l'heure, c'est-à-dire un système qui fonctionne pour le marché, aurait la façon, on pourrait intégrer tout cela sans qu'il n'y ait d'effet, je dirais, perturbateur sur le fonctionnement de la concurrence, puisqu'il y aurait un appel d'offres, il y aurait des offres différentes qui viendraient des énergies renouvelables, etc., et choisiraient, je dirais, les meilleurs. Maintenant, on peut très bien avoir des appels d'offres aussi qualitatifs, c'est-à-dire fixer des quotas d'énergie renouvelable, évidemment, bien sûr, ou d'énergie non carbonée, disons-le plutôt comme ça, pour ne pas donner l'impression que je n'adhère pas au nucléaire. Mais bon, donc, voilà, je pense que le marché va devenir de plus en plus complexe avec des inputs extrêmement différents qui vont effectivement se dire, mais est-ce que le prix de gros, finalement, a encore une signification économique? Voilà. Enfin, j'ai le sentiment que c'est une question qui est presque posée à la commission. Je suis juste en rebond. Ah, pardon. Non, mais... non, je vous laisserai évidemment réagir là-dessus, vous avez sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi, d'autant que pour ça peut pas vous surprendre, j'ai pas vraiment d'avis sur la façon dont on doit financer le nucléaire en tant que producteur d'énergie 100% renouvelable. Je voulais juste réagir sur vos propos en tant que producteur d'énergie renouvelable, justement. Je suis étonnée qu'on parle de subventions aux énergies renouvelables. En tant que producteur, nous, on s'oriente de moins en moins vers les CFD, de plus en plus vers les PPA. Honnêtement, si je regarde notre pipe de projets en ce moment à l'échelle internationale, je pense que je peux quasiment affirmer que 100% vont vers les PPA, si ce n'est les projets qui sont particulièrement innovants. Et donc je reboucle avec mon propos initial, qui était de dire que pour moi, les CFD sont un excellent outil pour soutenir le développement d'une filière, diversifier les acteurs, etc., mais pas forcément pour le marché tel vers lequel on doit en tout cas évoluer, et que les énergies renouvelables sont quand même, et la crise nous l'a montré, des énergies qui sont capables d'assurer une souveraineté énergétique à l'échelle de l'Union européenne et qui produisent une énergie à bas coût. Donc voilà, c'était ma réaction face à ce propos. Merci. En complément, oui, moi aussi je souhaitais réagir. Je pense qu'aujourd'hui, il faut voir cette provision sur les contrats pour différence dans son contexte, c'est-à-dire que la provision ne dit pas qu'on doit passer toutes les énergies donc, qui sont listées dans la liste de technologies, donc le photovoltaïque, l'éolien, le nucléaire, etc., sous CFD, mais que c'est si un soutien public est nécessaire, et là je vous rejoins, ça veut dire que la filière n'est pas compétitive, a besoin d'un coup de pouce, ou est très spécifique comme un projet nucléaire, alors il y a bel et bien un appel d'offres où on sélectionne le meilleur et c'est encadré dans ce mécanisme. Mais pour les autres technologies et même pour ces technologies-là, et lorsqu'elles sont compétitives, parce qu'aujourd'hui on voit il y a énormément de volumes de renouvelables qui ne sont pas dans ces mécanismes de soutien, alors le fonctionnement, le marché permet à ces énergies de contribuer à la sécurité d'approvisionnement. On l'a vu, ça a été dit, il n'y a pas eu de coupure cet hiver malgré les situations tendues, donc c'est important de le rappeler. Et également, je pense qu'aujourd'hui, le marché fonctionne aussi pour le système. On le voit sur le marché interconnecté, on a une optimisation sur les marchés spot entre les différents marchés nationaux qui optimisent l'utilisation des interconnexions. Peut-être, mais ça c'est pour une réflexion qui sera sur le long terme, parce qu'on a besoin d'une vraie étude, il faudrait aller vers des signaux de prix plus locaux pour aussi prendre en compte l'état du système, les congestions réseau. Donc ce serait plutôt
pour moi, dans ce sens, on aurait un marché qui va plus pour le système. Mais aujourd'hui, on a bien ces systèmes d'appel d'offres, mais lorsqu'il faut un soutien public, ce qui est relativement limité. Oui. Ce qui est important aussi, et je pense que c'est l'optique de la Commission, c'est de préserver aussi les différents outils. Et la coexistence des différents outils, que ce soit les marchés forward, effectivement les piliers pour le développement de renouvelables, les CD pour faire le mécanisme de support complémentaire, etc. Et il faut se rappeler que l'objectif, c'est quand même ici de regarder ce qui est nécessaire pour les consommateurs et effectivement pour que les fournisseurs puissent avoir les moyens de proposer des produits qui sont en ligne avec les profils de risque des consommateurs, les différents types de consommateurs, différents profils de risque. Et effectivement, certains consommateurs vont vouloir avoir des tarifs dynamiques liés au marché de l'aide, d'autres vont être plus prudents, vouloir des contrats fixes. Et donc il y a cette proposition, effectivement, d'imposer également le choix, d'imposer aux fournisseurs d'offrir les contrats fixes. Là, il faut être extrêmement prudent sur la manière dont les différentes modalités peuvent interagir. Et l'exemple, par exemple, des contrats fixes, c'est le fait qu'il y a de résiliation dans certains pays. Donc, effectivement, ça met beaucoup de risques sur les fournisseurs qui se retrouvent avec désavantagés par rapport à cette optique-là. Alors que, voilà, si on regarde la situation qu'on a connue en Belgique, tout simplement, il y avait des contrats fixes qui étaient offerts. Avec la crise, il y a eu trop de risques pour les fournisseurs. Tout simplement, les fournisseurs ont arrêté de proposer ces contrats fixes. Et donc, voilà, il faut trouver les bons équilibres entre les différentes modalités. Le bon équilibre, je suis d'accord avec vous. Michel, tu voulais... C'était simplement peut-être une question d'ailleurs, plutôt pour Mathilde. J'ai pas lu dans le détail l'ensemble des textes qui ont été mis en débat, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des sujets qui sont un peu des sujets indolores? J'entends par là, par exemple, le point sur la facture du consommateur européen qui charge d'acheminement, et peut-être une réflexion sur la harmonisation, la ventilation de tes charges, la façon dont elles sont pratiquées, parce que c'est quand même quelque chose qui pèse sur la précarité énergétique. Et donc, tous les mécanismes entre amont et aval sont assez tournés, mais est-ce qu'il y a eu ce débat ou pas? Et est-ce que dans certaines parties des textes de droit, il y a une fenêtre pour ouvrir ces sujets, sur des sujets fondamentaux qui sont là sur le devant de la scène, souvent dans le débat public, politique ou économique, et qui pourtant sont très structurants. 30%, 37% de facteurs pour un consommateur, c'est quand même pas banal. Pour l'acheminement, ça dépend globalement. Prix du foncier. Voilà, oui, on voit très bien qu'en France, la République a proposé une progressivité pour l'eau. On peut se demander si sur cette partie-là, il pourrait y avoir aussi une démarche de progressivité, non pas globale, mais sur la partie sur laquelle la régulation peut s'exercer, et après tout ça peut apporter des éléments d'arbitrage. Voilà. Est-ce que c'est des sujets complètement hors sol qui sont décalés, ou est-ce que ça peut venir dans le débat peut-être dans 1 an, 2 ans, parce que le processus que vous engagez est un processus assez long. Pour répondre directement sur les tarifs de réseau, c'est effectivement pas un point qui a été repris de manière très profonde dans le texte, puisque aujourd'hui le bloc qui pèse le plus, donc dans les tarifs que paye le consommateur, on a le coût de l'énergie, le coût des réseaux et les taxes, et le bloc qui pèse le plus, c'est effectivement le coût de l'énergie, et c'est vraiment là que la réforme est venue, c'est vraiment l'angle d'attaque de la réforme. Il y a un point, cela dit, qui a été proposé sur les tarifs de réseau, c'est de considérer davantage les coûts opérationnels, puisqu'aujourd'hui les tarifs de réseau se concentrent beaucoup sur les coûts de capitaux, donc les CAPEX, qui en fait incitent un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution à investir dans le réseau, plus qu'à utiliser des solutions de flexibilité. Et donc on a proposé un ajout pour davantage utiliser le tarif de réseau comme un incitant à utiliser des solutions de flexibilité, qu'elles soient en alternative ou dans l'attente de développement de réseau. C'est quelque chose qui est déjà possible dans les textes mais qui a été renforcé. Je vais vous soumettre un mot maintenant qui fait pas mal de débats en France. Alors en France, toujours pareil, hein, j'ai un tropisme français dans tous les ports. Mais en France, il y a quelque chose qui s'appelle la stratégie française énergie-climat qui est en cours de construction, avec son produit fini qui est la PPE, la programmation
pluriannuel de l'énergie. Et quelque part, c'est au travers de ce mot-là, c'est-à-dire comment on prépare l'avenir. Est-ce qu'il y a une préoccupation de planification qui vous paraît souhaitable, notamment dans les questions de sécurité d'approvisionnement, notamment dans les questions de maîtrise des prix? Comment on s'assure, parce que Mme Margon l'a dit, c'est d'abord une crise physique, c'est-à-dire, il se trouve qu'il y a eu la guerre en Ukraine, la convention sous contrainte en France et tout un tas de choses, mais est-ce que la question de la planification vous paraît devoir être creusée à côté d'une réflexion sur le market design? J'espère que ma question est claire. Alors, il y a le petit YNDP que vous avez connu, j'imagine, très en détail à une sauver, mais voilà, cette planification à maille européenne, pardon, parce que je disais la France y travaille, mais si chacun y travaille dans son coin sans jamais se parler, il peut y avoir peut-être des trous dans la raquette. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie d'évoquer ces questions autour de la planification. Oui. Bon. Mais je ne connais pas bien l'exemple français, la situation française, mais j'appartiens à un pays où précisément qui fait complètement défaut en matière de planification énergétique. Je dirais que nous sommes dans la poésie la plus totale comme ceci. Pendant longtemps, nous avons dépendu d'Engie, c'est-à-dire d'Electrabel, puis quand Electrabel est passé sous contrôle français, la stratégie a complètement changé. Et maintenant, Engie ne veut plus construire des centrales nucléaires, il veut se lancer aussi, comme tant d'autres, dans les énergies renouvelables, où on voit des possibilités, évidemment, de bénéfices considérables. Mais tout ça ne fait pas l'affaire, évidemment, des consommateurs, parce que moi, j'ai beaucoup d'attention d'addiction vis-à-vis des énergies renouvelables. Je crois que c'est effectivement, je dirais, l'avenir avec un grand A. Mais il est bien certain que les techniques de stockage aujourd'hui ne sont pas tout à fait au point, c'est le moins qu'on en puisse dire. Elles sont même très coûteuses. Je vois que la Commission, dans sa proposition, m'a dit mais il faudrait donner effectivement, associer aux énergies renouvelables maintenant des structures de stockage. Ce serait intéressant, c'est vrai, mais ça va encore prendre pas mal de temps, bien entendu. Et pendant ce temps-là, le temps court. Et le modèle de marché qui fonctionne à l'heure actuelle et qui n'a pas mes faveurs, mais bon, il a ses vertus et ses qualités, eh bien, ce modèle de marché, évidemment, ne pousse pas les producteurs à faire des investissements à long terme, et donc je crois qu'effectivement la puissance publique qui a été un peu mise de côté, il faut bien le dire, depuis 1996, puisque c'est en français, on va parler comme ça, depuis 1996, et bien, je dirais que la puissance publique, maintenant, va devoir effectivement s'investir dans le secteur de l'énergie, et pas seulement, je dirais, comme tiroir-caisse, c'est-à-dire pas seulement comme celui qui allonge l'argent quand il faut l'allonger, ou que sais-je encore, ou qui garantit un certain nombre de choses, comme je l'ai lu dans la proposition de la Commission. Donc, je veux dire qu'il faudra maintenant que la puissance publique, parce que on a fait tout à fait référence tout à l'heure au marché des télécoms, des télécommunications. Mais ce n'est pas du tout la même chose. Tout le monde peut se passer un jour d'un téléviseur, tout le monde peut se passer d'un GSM, mais personne ne se peut passer de l'électricité. L'électricité est comme l'eau, un produit tout à fait fondamental. Donc vouloir simplement, je dirais, garantir l'approvisionnement de tout un chacun en électricité, en se posant uniquement sur les mécanismes du marché, ça me paraît un pari tout à fait audacieux, et tellement audacieux même que nous avons vu qu'il pouvait ne pas marcher. Alors je sais bien qu'on va parler des interconnexions, mais pour les interconnexions, vous savez, bon, je ne veux pas me montrer désagréable, pas du tout, je ne sais pas dans ma nature, mais on a développé beaucoup d'interconnexions, notamment en Belgique, sous la pression de l'Allemagne, n'est-ce pas ? Parce qu'à certaines périodes de l'année, l'Allemagne va pouvoir exporter massivement ses excédents en énergie renouvelable suite au choix qu'ils ont fait à travers l'énergie verte. Alors on fait des grands développements d'interconnexion. Le jour où on pourra stocker les énergies renouvelables dans 10 ans, dans 15 ans, quelque chose comme ça, que vont devenir ces investissements d'interconnexion? Beaucoup vont être des investissements échoués. Et j'aurais voulu, et je crois que mon ami Michel Derdeven ne sera pas contraire à cette idée-là, j'aurais voulu que
tout le mécanisme des interconnexions soit géré au niveau européen et non plus au niveau national, bien entendu. Hein, et donc, il y a toute une série de réformes, je crois qu'il n'y a rien à faire, que ce soit au niveau États nationaux ou au niveau européen. La planification, mais une planification intelligente, doit absolument avoir sa place, sinon nous avons droit dans le mur. Merci Paul. Yvan, tu souhaitais avoir... Je parlais tantôt du Clean Energy Package, et en fait, un des aspects du Clean Energy Package, c'est précisément de développer ces analyses d'équilibre offre-demande au niveau européen, donc en plus, effectivement, des études pour le KYNDP, pour l'infrastructure, de regarder ce qu'il en est pour l'équilibre offre-demande et éventuellement, si nécessaire, de donner aux États membres la possibilité d'introduire des marchés de capacité. Alors, il y a sans doute certaines faiblesses dans le cadre actuel, puisque effectivement, on pourrait rajouter l'aspect flexibilité, et je pense que ça a été rajouté en proposant des études complémentaires et non pas dans la proposition de la Commission. On pourrait se demander, tiens, est-ce que ça ne devrait pas être intégré à ces exercices d'équilibre offre-demande? Mais effectivement, la question c'est comment est-ce qu'on fait ces calculs et comment est-ce qu'on implémente ce qui a déjà été décidé, éventuellement comment on le complète, comment est-ce qu'on utilise mieux la complémentarité des vecteurs énergétiques, etc. Oui. Oui, pour rebondir à la fois sur les études complémentaires qu'on a proposées dans la réforme pour les flexibilités et aussi sur le rôle du stockage. Donc, une des propositions qui a été faite, c'est d'avoir une étude des besoins en flexibilité, donc flexibilité, peut-être tout type de flexibilité, pour pouvoir pallier à la variabilité des énergies renouvelables et aux disponibilités du réseau. Effectivement, c'est très complémentaire à l'étude qui existe déjà, donc de l'Adequacy Assessment, une étude d'adéquation entre production et consommation au niveau européen qui est nécessaire et notamment qui est aussi la base pour pouvoir développer des mécanismes de capacité. L'ambition n'a pas été poussée jusqu'à proposer une étude européenne, alors on est souvent accusé de faire des usines à gaz, donc là on voulait simplifier un petit peu le processus. Mais c'est quand même important de noter que l'étude pour les besoins en flexibilité doit s'asseoir sur une méthodologie qu'on a proposée européenne, développée à la fois par ENSOE, donc les gestionnaires de réseaux de transport, mais aussi par la EU-DSO Entity, donc les gestionnaires de réseaux de distribution. Donc vous pouvez imaginer qu'une étude européenne avec tous les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution, ce serait mission impossible, en tout cas aujourd'hui. Donc on a proposé plutôt une méthodologie et ensuite des études nationales qui permettent ensuite aux États membres, et on parlait de la PPE, de définir des objectifs indicatifs, donc pas des cibles, mais des objectifs indicatifs pour le stockage et les effacements de consommation. L'objectif est un peu de mettre la lumière sur ces deux pendants du marché qui sont moins compétitifs aujourd'hui pour qu'ils se développent. Sur le rôle du stockage, l'idée n'est absolument pas qu'il remplace les interconnexions ou qu'il vienne qui viennent en remplacement de la flexibilité qui est donnée par le réseau, mais plutôt davantage de développer pour éviter ce qu'on appelle les curtailments, donc le fait de gâcher en fait, de l'énergie renouvelable. On voit qu'en Allemagne notamment, les chiffres sont très forts et en augmentation. C'est bien sûr dû aux congestions de réseau, mais pas seulement. Donc l'idée c'est aussi de développer les petits stockages, de développer ces moyens pour permettre de mieux absorber les énergies renouvelables, mais on pense tout à fait que ce sera en complément des interconnexions et pas en remplacement. Oui, Michel. Alors, juste un petit mot peut-être pour remercier tous nos orateurs pour leurs interventions très argumentées. Moi, j'aimerais peut-être vous parler un petit peu de politique. Parce que je pense qu'on arrive à la limite aussi de l'exercice compliqué qui est fixé par l'article 194 du traité. Puisque, dans tout ce que j'ai entendu, on est dans le paragraphe 2 de l'article 194, c'est-à-dire le choix des mix énergétiques, la consommation pluriannuelle de l'énergie, évoqué Emmanuel Varron, c'est un exercice national, tout à fait. Mais on voit bien que, et est-ce que c'est peut-être une interprétation personnelle, mais on voit bien que ça n'encourage pas le partage transparent et programmatique de ce qu'on a envie de faire ensemble au niveau européen à 5 ans, 10 ans. On voit bien que la Commission n'a pas les moyens, là tu viens de le dire, il n'a pas l'autorité qui lui est donnée pour faire un travail européen parce que chaque État garde par derrière lui cet élément-là. Est-ce qu'on est pas dans un aggravement, enfin une aggravation plutôt du risque systémique à travers le fait qu'on ne sait pas, face à une complexité nouvelle, l'aborder de manière commune?
Alors, il y a le problème politique, c'est pas demain la veille, peut-être que certains États vont se mettre d'accord sur la constitution nordique, mais nonobstant, on a attendu quand même, c'est 2009, la création de Coréseau, l'incident du 4 novembre 2006, où on a mis en place un outil de pilotage, de partage des données au niveau européen. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend le prochain blockout pour faire un pas en avant dans la construction d'outils, dans les compétences? J'aimerais peut-être que les uns et les autres, en sortant peut-être un petit peu aussi de votre mandat et avec la liberté que peut donner une table ronde comme ça, vous me donnez votre sentiment, parce que je pense qu'on est à un moment politique. Il est sorti, je terminerai par là, de la conférence sur l'avenir de l'Europe, des propositions des citoyens pour que l'énergie soit une compétence nouvelle de l'Union. Donc oui ou pas, ça a du sens. Ou est-ce qu'on est dans un schéma où on essaie de faire, on pèse ou trébucher les compétences qui sont données européennes? Avant que chacun puisse apporter des éléments de réponse, je voudrais effectivement étayer ton propos par une interview que j'ai entendue, donc bon, ça désespère Thomas, je suis désolé, et qui nous a interpellés, nous, de ce côté-ci, de l'autre côté de la frontière, pardon. C'est une interview de Tine van der Straten, ministre belge de l'énergie, qui disait que, effectivement, ils allaient avoir un problème d'approvisionnement en gaz, de fait, comme tout le monde, j'ai envie de dire, sur la plaque européenne. Ils allaient fermer les centrales nucléaires, mais c'était pas grave, puisqu'on est sur un marché européen, et donc la Belgique irait acheter l'énergie là où elle serait produite. Et donc, d'où ma question sur l'aspect programmatique, c'est-à-dire comment on s'assure, parce que c'est bien beau de se dire, j'irai l'acheter ailleurs, mais il faut que les autres l'aient prévu quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut que le système fonctionne. Donc, par rapport à cette question, Michel, je prenais cet exemple-là, parce qu'effectivement, on voit très concrètement que si on n'a pas anticipé à l'échelle européenne cette question que Mme Allemand évoquait en termes d'équilibre offre-demande, tout bêtement, le travail quotidien des gestionnaires de réseaux de transport, si c'est pas anticipé, et s'il y a des politiques qui émergent, que celles que je viens d'évoquer, le système ne tient plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc, quid de l'intégration européenne et d'une anticipation des besoins globaux dans un marché non discriminant, interconnecté, dont on connaît toutes les contraintes en termes d'équilibre offre-demande en temps réel. À qui veut répondre à cette question politique? Oui. Valentine. Oui, bon, je vais essayer. Non, mais je trouve que la question est extrêmement intéressante et effectivement, Michel, tu l'as dit, extrêmement politique. C'est la question de est-ce qu'on a un marché harmonisé à l'échelle européenne ou est-ce qu'on se replie sur soi à l'échelle nationale et on fait nos petites politiques chacun dans notre coin. Ça va peut-être pas surprendre grand monde, moi je suis plutôt pour une échelle européenne. Il y a 3 éléments qui me semblent importants à considérer et qui me font plutôt pencher pour ce choix-là. Le premier, on en a parlé, c'est le sujet des interconnexions, qui sont complètement complémentaires au stockage et qui sont voués à s'accroître et à augmenter. Et je pense que c'est cohérent à l'échelle de la plaque européenne. La deuxième, et j'aurais peut-être pu commencer par là, c'est une raison historique. L'Union européenne, elle s'est formée autour de la CECA. C'est une raison historique, certes, mais c'est quand même une raison qui résonne avec la situation qu'on traverse aujourd'hui. Et c'est pas surprenant, je pense, de voir que le premier marché qui réagit quand la guerre est à nos portes, c'est le marché de l'énergie. Et puis, la dernière raison, c'est une question d'échelle et de géopolitique. En fait, on n'est pas tout seul. Donc à côté de nous, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a des puissances amies comme les États-Unis qui viennent d'adopter l'IRA, qui est quand même un outil économique un peu costaud. Donc je pense que si on veut faire le poids dans ce monde-là, c'est au niveau européen qu'il faut que ça se passe. Merci. Une précision sur les intercos, c'est un sujet qui me préoccupe presque tous les jours. C'est le foisonnement aussi qui est un argument fondamental pour les intercos, le foisonnement au-delà du stockage, je voulais dire. Plus, en étant ingénieur de formation, plus la plaque de cuivre est large, plus les foisonnements sont efficaces, mieux ça marche. Voilà. Donc c'est cette question du foisonnement qui me paraît aussi largement justifier le développement des intercos. Est-ce que sur cette question politique qui me paraît essentielle, il y a des contributions? Alors comme c'est Michel, il faut se sentir libre de prendre la parole, hein, faut pas... Madame Fargon est partie. Hein. Oui. Bon, on est enregistré. Je ne lui dirai pas. Je vais commencer par donner l'impression de noyer un petit peu le poisson, mais je pense que c'est important. Quand on a construit
marché, au tournant des années 2000, le parc de production d'électricité européen était en surcapacité. Et il a fallu beaucoup de temps pour que se résorbe ces surcapacités. Ce qu'on a découvert en 2021 et 2022, de façon éclatante, c'est que le parc de production d'électricité européenne n'était plus en surcapacité. Donc ça, je pense que c'est quand même un élément assez déterminant dans le plan d'avenir qu'on peut tracer. Si on était comme en 2000, avec une réserve de production de plusieurs centaines de térawattheures, je pense qu'on ne se poserait pas cette question de la planification. Là, ce qu'on a découvert, c'est que c'est passé tout juste. C'est pas fini, hein. Tout juste. Et c'est pas complètement fini. Donc je trouve assez naturel de mettre la question sur la table. Comme je trouve naturel qu'on n'ait pas mis sur la table auparavant. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je pense que c'est assez naturel que la question soit aujourd'hui sur la table. Parce que ce qu'on a devant nous, c'est d'investir dans de la production d'électricité, alors qu'on n'avait pas ça devant nous il y a longtemps. Donc c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, est-ce qu'on fait ça ensemble ou chacun dans son coin? Je trouve que là encore, sans noyer le poisson, l'épisode qu'on a vécu en 2022 envoie un signal extrêmement clair. C'est pas moi qui le dis, c'est RTE qui le dit. Si on n'avait pas eu les interconnexions en France, on aurait actionné le signal rouge au moins 12 jours au dernier trimestre de l'année 2020. Voilà, c'est ça la réalité. Donc on sait aujourd'hui que la plaque européenne, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais c'est important parce que je pense que d'autres pays peuvent tenir notamment ce monde. La plaque européenne nous a évité la pénurie. Voilà. Donc on peut dire ce qu'on veut sur le mécanisme du marché. Je pense que le consensus qui a été réuni assez vite sur le fait qu'on ne va peut-être pas trop toucher au marché spot, au marché d'ajustement, et à tous les mécanismes qui permettent de gérer sur le temps court l'offre et la demande. Si on n'est pas revenu là-dessus, c'est parce qu'on sortait d'une séquence où ces mécanismes-là nous ont évité de ne pas avoir d'électricité. Donc je le dis un petit peu solennellement, mais c'est la réalité. Il y a des grandes zones qui n'ont pas ces mécanismes-là et qui sont en train de les imiter, en tout cas sur le court terme. En Chine, c'est pas trop connu, mais ils sont en train de construire des marchés d'ajustement et des marchés DEF qui ressemblent étrangement à ce qui a été mis en place dans l'Union européenne. Donc, j'en viens à la réponse à la question. Oui, il faut faire ça ensemble et il faut intégrer des interconnexions dans ce camping. Et y compris la réflexion sur les mix de demain. D'accord. Donc c'est clair. C'est engagé. Moi j'ai une réponse claire et engagée. Tout à fait. Merci d'être resté. Non, je plaisante. Yvan. Et je pense que ça montre aussi l'intérêt de la proposition de la Commission de fournir des signes long terme pour les investissements. Parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir des investissements complémentaires dans les capacités de production, dans les réseaux, c'est ce qu'on a évoqué également. Et donc, c'est tout à fait bienvenu. Voilà. Et la question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on en fait bénéficier les consommateurs, comment est-ce qu'on passe ces avantages aux consommateurs. Voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est là qu'on reboucle par rapport au début de la discussion. C'est vraiment ça le challenge. Moi, je voulais vous livrer une vision très terre à terre de cette question d'un marché européen de l'énergie qui soit plus fluide, plus intégré. J'ai une fille qui travaille en Allemagne depuis 7 ans. Chaque fois que je vais en Allemagne, c'est l'endroit où il y a le plus de panneaux solaires. Et c'est l'endroit où, en général, le ciel est le plus gris que j'aille. Donc ça m'a toujours questionné sur cette vision, quelque part, européenne. C'est dommage qu'on ne les ait pas mis en Calabre ou en Andalousie. J'ai regardé, on aurait produit à peu près 30% d'électricité en plus. Ce qui est énorme. Et voilà. Est-ce qu'il y a l'heure de passer aux questions de la salle, je pense. Donc, et je crois que je ne suis pas tout seul.
Non, si, je suis tout seul. Je me suis dit, ah bah si, voilà. Non, je savais que j'allais y avoir de l'aide. Thomas attend des seins avec impatience. Lui aussi, d'accord. Comme ça laisse le temps. Devant de Tiens, ça va, je suis là. Attends, Thomas, tu quoi? Formation des gens qui n'ont pas des pieds pour marcher. Je dis ça. Bon. Je voudrais faire quelques mises au point au départ. Ne m'habillez pas. Je suis européen pour l'Europe. En tant que citoyen européen qui paye des impôts pour payer les députés européens pour la Russie, etc. Après presque 70 ans, il n'y a pas d'Union européenne véritable, c'est la désunion européenne. Il n'y a pas d'armée européenne depuis 1945. Le 7 février, j'ai organisé auprès de l'école royale militaire un summit de l'OTAN où j'ai invité les grands chefs de l'OTAN, le général Brigger, qui a pris la place de mon ami, le général Claudio Graziano, le premier président de toute la famille européenne, il est dû rentrer en Italie à cause de la guerre en Ukraine. Pas voulu par l'Europe, mais par les Américains pour prendre leurs armes de l'autre côté. C'est pour s'enrichir et faire mourir des gens en passant, mais ça c'est normal. Ils apportent toujours la démocratie, la liberté. C'est pour ça qu'on est le Vietnam, mais tout le reste. Bon. Parce que les Européens, ils n'ont pas, excusez-moi mesdames, ils n'ont pas de couilles, ils sont des serviles et eunuques. Il n'y a pas un seul homme pour commander. Dans une armée, il y a un seul chef, il n'y en a pas 10. C'est juste. Ici, c'est souvent la confrontation Europe, la confrontation au pluriel. Ici, vous êtes en train de faire des trucs internos pour la France. S'il n'y a pas d'interconnexion, ça ne marche pas. Les États-Unis, il y a quelque temps, ils ont eu une coupure dans le sud des États-Unis pendant 2 mois parce que les armes russes ont occupé tous les ordinateurs en question. Donc, si on était l'interrupteur général, toute l'Europe se retrouve coincée. C'est si simple que ça. Donc, il faut faire, à part l'intervention, des zones locales d'alimentation électrique, pas généralisée. Même s'il y a un seul électeur pour toute l'Europe, façon de parler, toute l'Europe se retrouve immobilisée. S'il y a, comme aux États-Unis, 2 mois d'interruption, les gens se trouvent dans le gratte-ciel au 5e étage à l'ascenseur, ils vont sortir 2 mois après. Donc il ne faut pas déconner non plus. Il faut d'autres formes d'énergie, sûrement pas éolique, parce qu'il n'y a pas de vent, ça ne marche pas. Le soleil, la nuit, il n'y a pas de soleil et ça ne marche pas. Les CO2, tellement décriés par Vanni Persel qui cherche d'être, comment dirais-je donc, Pascal Persel d'être élu président du GIEC et qui répète depuis tant de temps la même musique, il parle toujours du CO2. J'ai écrit un article qui a été vérifié par le plus grand expert au monde et depuis Nobel aussi, que c'est juste, que le réchauffement climatique n'est pas dû au CO2. Le CO2 n'a rien à voir, et donc les voitures et tout ça, n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est dû, non j'arrive, c'est dû tout simplement aux choses naturelles, disons, la Terre. Il y a eu le fameux tremblement de terre en Turquie. Pendant un siècle, ça n'a pas bougé de 7 mm par an. D'un coup, après un siècle, c'est 50 cm. La Turquie, il y a cette plaque tectonique, et là, il y a eu des éruptions souterraines, évidemment, des magmes, par milliards de tonnes, qui réchauffent évidemment la mer et tout ça. Il y a tout l'arc atlantique. Oui, je termine, parce que ça c'est très important. Parce que les salades, je n'en pas tout le temps, et je mets de la patate. Non, et tout le monde parle, mais est-ce qu'ici, il y a un scientifique qui peut la vérité? Franchement, il y a un seul scientifique ici? Non. Est-ce qu'il qui prend les décisions pour l'Europe? Si vous permettez, monsieur, je suis scientifique et vous êtes quel diplôme vous avez? Je suis ingénieur en physique nucléaire. Et moi, je suis membre de la Société européenne des étudiants et des industriels, membre du conseil d'administration. Et je vous apprends. Merci beaucoup. Donc là, c'était un commentaire plus qu'une question. Il faut mettre les points sur les bouches. Ils sont mis. Est-ce que quelqu'un a une question?
Il n'y a pas de questions, c'est pas possible. Non, il faut dire que c'est vrai que le début des questions a été assez haut en température. Question. Allez. Merci beaucoup d'abord pour toutes ces fioritures autour de c'était inattendu mais bien. Voilà, Brigitte Bornemann, c'est juste une question. Vous pensez pouvoir vous mettre à peu près d'accord d'ici combien de temps? Les désaccords ne sont pas profonds quand même. Alors, d'abord, il faut définir le vous. Donc, la Commission a fait sa proposition. Maintenant, c'est le Conseil et le Parlement et les gens qui les représentent qui vont décider. Donc là, le Conseil a déjà commencé les discussions, le Parlement aussi. L'objectif, en tout cas niveau Conseil, c'est d'avoir un premier accord avant l'été, donc dans la présidence suédoise, et ensuite pouvoir commencer le trilogue en septembre. Donc l'idée, c'est d'aller assez rapidement. Ce qui veut dire que c'est l'actuel Parlement européen qui débat plus du sujet, c'est ça? C'est avant les élections. D'accord. L'idée c'est que ça passe après. Parce qu'après ça sera peut-être beaucoup trop long. Non, je sais. Le premier objectif, en tout cas, sous lequel on a travaillé, c'est une adoption avant l'hiver prochain. Bonjour, merci. Merci de tant d'informations. Sur les systèmes de la Commission de l'Union européenne, il y a énormément de questions à poser et surtout beaucoup de réponses à donner qu'on n'a pas toujours à portée de main. Ça évolue. Mais en entendant parler de tous ces niveaux différents qu'il faut pouvoir contrôler à chaque étape, pour les prix, pour la production, pour la distribution, pour les achats groupés. Donc, puisque l'Union européenne souhaite, apparemment, là, il y a une volonté politique de procéder à des achats groupés, donc d'énergie. Il faut penser aussi à ceux qui vont participer aux appels d'offres et à quel moment. Il y a plusieurs niveaux d'appels d'offres, d'après ce que je peux comprendre, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce qu'à un moment donné, au niveau de n'importe laquelle de ces étapes, je crois qu'il y en a deux fondamentales, il n'y aurait pas un risque de cartélisation de la part des vendeurs d'électricité, de sources. Des sources dont on a absolument besoin pour procéder à l'achat. Côté vente. La cartélisation, c'est extrêmement important. Il y a un système à la Commission qui s'appelle la Consolidated Tape. Donc c'est un système presque de constitution d'une bourse avec un grand panneau où il y a toutes les offres de prix, etc., comme pour d'autres grands produits, matières premières, etc. Et là, on est en train de créer un système pour pouvoir choisir le meilleur. Quand on dit le meilleur en qualité, le meilleur en prix, le meilleur en temps de fourniture et le meilleur au moment où on en a besoin, où on sait qu'on va pouvoir programmer l'achat groupé, qui est très important, fondamental. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, un risque, il y a toujours des risques, de cartélisation à un des niveaux, à l'autre ou à l'autre? Cartélisation, c'est-à-dire que certains se mettent d'accord et disent bon ben voilà, on va faire ces offres-là et puis ils prennent pas, on s'en fiche. Ça c'est le cas extrême. Merci. Oui, j'ai une question sous-jacente à la question de madame. Votre question est très intéressante. Il y a aussi la question sous-jacente de la surveillance d'activités d'opérateurs qui par ailleurs ont eux-mêmes des activités de trading. C'est-à-dire la question sous-jacente que vous posez, c'est que s'il y a des acteurs qui vont être concernés par le market design et qui en même temps ont des pratiques de marché, comment l'Union européenne, et en particulier la Commission, surveille les activités de marché de ces dits opérateurs? On rentre de vraies questions de concurrence. Excusez-moi, à propos des marchés, c'est toute une foutaise parce qu'ils ont des escroqueries faites dans les compagnies pétrolières qui ont fait 500 milliards de bénéfices.
le ministre Renzi l'a dit, le ministre, etc., il y a des l'Union européenne pour d'autres motifs. Donc c'est une escroquerie. On n'a pas besoin du pétrole de qui que ce soit illégal sur l'Europe. L'Europe a le pétrole, le gaz et tout ce qu'on veut. Alors allez acheter chez les Américains, ils nous vendent le pétrole qui ne vaut rien. Il faut être vraiment dans les chutus. Je passe la parole peut-être à Mathilde Delannoy ou à Mesdames. Je peux juste dire un mot. Je pense que sur les achats coupés, vous faites référence à la plateforme d'achat coupé de gaz qui a été mise en place. Oui, c'est un travail. Parce qu'en fait, la Commission a proposé de mettre en place une plateforme d'achat coupé de gaz. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relation des acheteurs et des vendeurs de gaz pour livraison de gaz en Europe. Donc ça, c'est pour la partie gaz. Pour la partie électricité, jusque-là, l'emphase qui avait été mise sur les marchés court terme, c'est aussi pour éviter ce genre de choses que vous expliquez. C'est-à-dire que sur les marchés court terme, ce sont des marchés complètement transparents où les offres les offres d'électricité, de production ou de consommation sont mises de manière transparente sur le marché et sont ensuite matchées l'une avec l'autre. En utilisant d'abord les plus efficaces, les moins chers. Là, c'est vrai que l'emphase va mettre sur le marché long terme, et notamment les PPA. Ce sont des marchés de gré à gré, donc avec moins de transparence sur les prix. Donc c'est peut-être quelque chose où il faudra une vigilance accrue, comme lorsque de grands groupes vont signer des PPA les uns avec les autres, c'est vrai. Merci. On a oublié de le dire, mais il y a une réforme du marché qui est discutée. Il y a aussi la REMIT, donc les exigences de transparence sur le marché qui sont aussi mises en débat sur l'initiative de la Commission. C'est-à-dire qu'il y a aussi le pan, on va dire, d'exigence de transparence sur la base de l'évolution de ces marchés. Effectivement, c'est une question sérieuse. Voilà, je suis Monsieur Monnier, je suis un consultant en matière énergétique depuis des années, ici à Bruxelles. D'abord, merci pour votre présentation. J'ai deux questions un peu techniques, si vous voulez. Au mois de septembre-octobre de l'année passée, quand on a approuvé un paquet d'interventions de type d'urgence en matière énergétique pour passer l'hiver, etc., c'était un peu du court terme, mais quand même c'était un moment assez important. On avait parlé d'une taxe de solidarité, une sorte intervention de solidarité qu'on aurait dû être financée par une levy, j'utilise le mot en anglais, sur l'extra profit, les profits exagérés des opérateurs énergétiques. Alors je voulais savoir, après quelques mois de la décision prise au mois de septembre de l'année passée, je voulais savoir où on est avec la mise en œuvre de cette intervention de solidarité qui aurait dû permettre une restitution de certain nombre d'une somme d'argent en faveur des populations les plus vulnérables et même des petites et moyennes entreprises qui souffraient de l'augmentation du prix. Je voulais savoir si en France on a adopté ce système et s'il y a moyen de l'adopter dans d'autres pays européens. Première question. Deuxième question, c'est l'hydrogène. Nous savons très bien que les renouvelables ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de production, c'est une question de quantité. Le vent n'est pas toujours là, le soleil n'est pas toujours là. L'hydrogène pourrait faire la différence. Et l'Union européenne a une stratégie 10 millions de mégawatts d'hydrogène, production européenne, plus 10 millions importés par les pays à l'extérieur de l'Union européenne. Donc un total de 20 millions de mégawatts heure d'hydrogène. Or, l'électrolyse est faite par une énergie qui devrait être une énergie verte. On parle d'une électrolyse qui pourrait être faite par l'énergie produite par les sources nucléaires. Mais pour le moment, on parle d'une source verte non nucléaire. Bon. Alors, je voulais savoir où on est avec ce programme hydrogène.
Et s'il y a toujours un intérêt de l'Union européenne, et aussi notamment de la France dans ces cas-là, de proposer et de se lancer dans un programme très important qui pourrait bénéficier pas seulement à la France, mais notamment à l'Allemagne. Donc, production en France d'hydrogène pour exportation en Allemagne. Merci beaucoup. Merci pour ces deux questions. Alors, la première sur ce qu'on a appelé les rentes inframarginales. En quelque sorte, le régulateur va nous apporter une réponse J'adore précise. cette expression, la rente inframarginale. On l'histoire de ça dans la spéculation. Non, mais il a Je vais quand même répondre parce que je rebondis sur ce que vous avez dit, Emmanuel Baron, il y a quelques temps. On s'est retrouvé dans une situation où les États membres de l'Union européenne ont tous pris des mesures pour essayer d'accommoder le choc, pour que le choc ne soit pas trop violent pour les consommateurs. Il y a eu des graphiques qui ont été publiés, on voit que les mesures n'ont pas eu la même ampleur d'un pays à l'autre. Donc, le principe que chacun essaye de financer ces mesures par des taxes spécifiques, de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Tous les États européens ont pris des mesures, pas les mêmes, pour essayer de financer les mesures qu'ils avaient adoptées pour accommoder le choc de prix de l'électricité. Donc en France, on a pris une mesure qui était extrêmement coûteuse, donc ça s'est appelé le bouclier tarifaire. On a gelé, enfin pas complètement gelé, mais on a fait augmenter les tarifs d'électricité dans des toutes petites proportions, de 4% la première année de la crise et de 15% la deuxième, alors même que les coûts d'approvisionnement des fournisseurs étaient en train d'exploser. Donc il a fallu qu'on trouve des ressources pour financer cet effort considérable qui a été chiffré à 45 milliards d'euros dans le projet de loi de finances. Et dans la palette d'outils qu'on a mis à contribution, moi je voudrais souligner deux choses. D'abord, c'est la très forte contribution des énergies renouvelables, comme je disais tout à l'heure. En France, on table sur un apport de plus de 30 milliards des CFD qui ont été signés sur les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce que les prix de marché sont devenus incroyablement supérieurs au prix d'équilibre de ces contrats. Et donc on est dans une situation où les opérateurs d'énergie renouvelable reversent de l'argent subventionnable important parce qu'ils sont titulaires de ces contrats de ces CFD et qu'aujourd'hui le prix de marché de référence il est incroyablement supérieur au strike price, qui figure dans le contrat. Deuxièmement, on a bien mis en place, alors c'est pas complètement peaufiné encore, une taxation pour tous les profits réalisés par les producteurs d'électricité, alors avec un seuil de prix qui est en discussion, 180 euros, 150. C'est pas simple du tout, mais il y a bien une taxe qui est prévue sur, alors on appelle ça, la taxation des rentes inframarginales. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc il y aura une taxe sur les rentes inframarginales. Et là encore, le produit de cette taxe se chiffre en milliards d'euros. La créativité est extraordinaire. Merci. Et au fond de la salle, il y a un plus de représentants de la jeune génération. Et je ne sais pas aussi. Il y avait une question sur l'hydrogène, Michel. Voilà, et des questions sur l'hydrogène parce que. Ah, mais voilà. La question a été posée. Oui. Qui veut répondre sur l'hydrogène? Valentine a parlé de stockage et l'hydrogène, c'est un moyen de stockage, donc je pense que. Je voulais réagir plutôt sur la première question que vous avez posée, monsieur. Je pourrais me prononcer sur l'hydrogène, mais on n'a pas d'activité dans l'hydrogène si ce n'est de fournir les électrons verts qui permettront effectivement d'en produire. Peut-être que je ne serai pas forcément là-dessus. J'ai un peu perdu le fil de mon concentration, mais je vais essayer de me reconcentrer. Donc, sur le cap qui sera mis en place en France, que vous évoquiez au niveau de la Creux, c'est quand même un cap qui, au départ, vient d'une mesure qui a été prise par l'Union européenne. La suggestion qui a été faite aux États d'appliquer un cap de 180 € sur une durée donnée était une bonne suggestion. D'abord parce qu'elle permettait d'alimenter un fonds d'urgence
dans une situation qui était inconnue et qui nécessitait que ces fonds d'urgence permettent de bénéficier aux consommateurs. Alors on peut critiquer la façon dont elle a été mise en place de façon assez disharmonieuse entre les États, ce qui a créé un petit flou artistique et je le regrette, d'où l'importance que ce soit le plus harmonisé possible dans la future réforme. Et donc je voulais aussi revenir là-dessus. La réforme qui est actuellement proposée par la Commission propose de mettre un terme à cette mesure d'urgence. C'est pour moi assez capital parce que justement on est dans le cadre d'une réforme structurelle qui a vocation à interrompre de façon structurelle la volatilité des prix. Il y a des États qui sont pour le maintien de ces mesures d'urgence. Sincèrement, si on veut accélérer la transition énergétique, si on veut la stabilité réglementaire qui est absolument nécessaire pour maintenir cette accélération de la transition énergétique, il faut pouvoir se passer des mesures d'urgence. C'était aussi le message que je voulais faire passer. Je voulais profiter de votre question excellente pour vous. Merci Valentine. Je vais juste vous donner un élément de réponse sur l'hydrogène, mais pas complète la réponse. Et vous parlez de la France, je ne connais pas les chiffres pour la Belgique. La France consomme 1 million de tonnes d'hydrogène aujourd'hui, chaque année. Hydrogène carboné, avec un bilan carbone qui est exécrable. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut chauffer du CH4 et on produit 2 fois du CO2, pour faire simple. Oui. La priorité, vue de la France, c'est de remplacer cet hydrogène carboné à hauteur d'1 million de tonnes. C'est l'équivalent, en équivalent électrolyse pour produire de l'hydrogène vert, de 3 à 4 réacteurs nucléaires. C'est-à-dire que le million de tonnes, là, il faut 4 réacteurs nucléaires presque pour les produire en hydrogène vert. Donc il va falloir qu'on produise de l'hydrogène, non pas pour alimenter des vélos ou je ne sais quoi, mais pour remplacer le million de tonnes qu'on consomme. Alors je ne sais pas le chiffre européen, mais je crois que c'est plus de 10 millions de tonnes. En tout cas, il y a une priorité évidente, c'est d'arrêter de faire de l'hydrogène avec du méthane, parce que ça va pas. Ça produit beaucoup de CO2, et donc la priorité elle est là. Voilà, c'est l'élément de réponse que je voulais vous donner, et il faudra produire de l'hydrogène décarboné. C'est une contrainte absolue, qui coûtera plus cher que l'hydrogène d'aujourd'hui. Personne n'a dit dans notre panel que la transition énergétique allait être gratuite. Si on vous le dit, ne le croyez pas. Est-ce qu'il y a une question, alors comme Michel le disait, peut-être là une question. Alors Michel avait dit des jeunes, je ne vais pas vous demander votre âge, madame, mais... J'ai plusieurs fois 20 ans. Ah, bon, ça passe. Okay. Non, simplement, tout à coup, quand vous parlez des prix, il y a un prix horrible qui m'a sauté aux yeux, celui de la facture d'électricité qu'on reçoit. Je viens d'apprendre, je viens de lire ce matin, en me pressant pour arriver ici à l'heure, et je m'excuse d'avoir eu du retard, que l'on a fixé, bon, que tout le monde était content aussi que la facture d'électricité va diminuer grâce à des mesures, je ne sais pas lesquelles. Grâce à la baisse de la TVA, entre autres, de 21% à 6% en Belgique, corrigez-moi encore si j'ai mal lu, ça arrive le matin quand on n'a pas bu son café. Mais, attention, c'est un piège, apparemment, cette aubaine allait être neutralisée par une nouvelle taxe, par des accises, et que finalement la facture va aller rester pareille. J'étais un petit peu horrifiée. Est-ce que vous avez une réponse? Est-ce que vous avez plus d'informations que moi? On a un expert en affaires belges. On puisse dormir tranquille. Merci. Merci. Voilà. Claude, si tu veux bien. Oui. Être expert en affaires belges, c'est être doublement expert, étant donné la complexité des problèmes en Belgique. Mais cela dit, Madame avait raison, c'est-à-dire que, tout à fait raison, partiellement raison, en ce sens que, en mesure d'urgence, la Belgique avait baissé le taux de TVA de 21 à 6%, et la question était de savoir si on allait le proroger ou non. Le gouvernement a décidé d'en faire une mesure définitive, mais
il a décidé d'appliquer des axes, comme on dit en Belgique, sur l'électricité, comme on le fait sur le pétrole, par exemple, sur le fuel, d'une manière générale. Alors l'avantage des axes par rapport à la TVA, c'est que la TVA, c'est une taxe, je dirais, appliquée comme c'est pas pour toutes. Les axes, on peut jouer avec ça, c'est-à-dire que quand le prix de l'électricité monte, les axes diminuent, et quand le prix de l'électricité est très bas, les axes augmentent, de façon à, je dirais, à faire en sorte une stabilisation des prix. Donc c'est un système plus flexible que celui de la TVA. Maintenant, il faut dire que de toute façon, le bénéfice est acquis pour le consommateur belge, parce que l'application des axes par rapport à la différence de TVA fera que les consommateurs seront quand même in fine gagnants, pas totalement gagnants par rapport à une baisse de la TVA, mais en grande partie gagnants quand même. Donc c'est une mesure qui est une mesure, je dirais, intelligente et assez efficace, compte tenu évidemment que la Belgique, le gouvernement belge a besoin d'argent, mais ça c'est comme tous les gouvernements. Donc il lui fallait quand même retrouver un peu de recettes sur l'électricité. Bon, on constate qu'il n'y a pas que dans les offres sur les marchés de gros qu'on innove. Maintenant, si vous permettez, dans la foulée de cette question-là, je pense que la Commission serait quand même bien avisée maintenant, même si ce n'est pas dans ses compétences directes, de s'intéresser quand même aux mécanismes de distribution. Je crois qu'effectivement, il y a un problème d'égalité des consommateurs européens qui se pose, en ce sens que les gestionnaires de réseaux de distribution sont soumis à des règles et à des dispositions législatives très différentes, je dirais, non seulement d'un pays à l'autre, mais même en Belgique d'une région à l'autre. C'est-à-dire que le gestionnaire de réseau de distribution en Flandre n'habille pas aux mêmes règles que celui de Bruxelles, ni que celui de Wallonie. Alors, si on pense alors d'Allemagne, c'est à peu près la même chose aussi aux différents Länder, etc. Je pense que, bien entendu, il ne pourrait pas arriver à un système unique qui se descende de la Commission, une mesure, je dirais, top-down, qui serait applicable partout. Mais je crois qu'il faudrait quand même maintenant que la Commission donne un peu un certain nombre de guidelines par rapport, je dirais, au régime des gestionnaires de réseaux de distribution, en tenant compte du fait que ces réseaux de distribution vont être soumis à une forte pression dans les prochaines années avec l'électrification du parc automobile et l'électrification aussi de nombreux usages domestiques dans le cadre de la transition énergétique. Donc, je pense que là, il y aurait intérêt maintenant à essayer d'harmoniser, on dit, ne pas dire d'unifier, mais d'harmoniser un certain nombre de choses, et notamment de favoriser l'utilisation, le recours à des tarifs capacitaires plutôt que des tarifs de consommation de volume d'énergie pour permettre précisément aux gestionnaires de réseaux de distribution de développer leur infrastructure. Ce sera absolument indispensable. Là, je crois que c'est un domaine où la Commission devrait intervenir. Elle botte un peu en touche en lançant ça à la serre, dans l'association des régulateurs, en disant essayez vous-même de faire ça, mais je pense qu'il va falloir des actes législatifs plus importants, me semble-t-il. Une réponse de Madame Lallemand, s'il vous plaît. Alors sur la question de la distribution, je pense qu'il y avait dans la directive de 2019 électricité, il y a déjà un certain nombre de dispositions qui ont été prises pour harmoniser les missions des gestionnaires de réseaux de transport, écrit aussi l'entité européenne pour un peu les coordonner. Je pense que vous faites surtout référence aux tarifs de réseau, qui reste une prérogative nationale des régulateurs. Et ça, c'est un point important qui a été décidé par le législateur, puisque dans la directive, la Commission avait proposé des pouvoirs plus importants pour fixer les tarifs qui ont été ensuite rejetés dans la négociation. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas touché dans cette réforme. Mais effectivement, c'est un point, je suis d'accord. Ouais, mais le sujet est complexe. Pour la salle, quand même, pour toujours une vision franco-française, j'en suis vraiment encore une fois plus désolé. La présidente du directoire d'Enedis, le distributeur national français, a annoncé il y a quelques mois 96 milliards d'investissements nécessaires, c'est pour abonder dans le sens de ce que disait Claude, 96 milliards d'investissements pour la transition énergétique pour les 15 ans à venir. Donc c'est pas
c'est pas anecdotique, la place des réseaux de distribution dans l'accompagnement de la transition énergétique, c'est certain. De là à dire qu'on pourrait les harmoniser, vu de ma fenêtre, ça va pas être simple. Hein. Mais bon. Une question, monsieur. Oui. Voilà. Oui, vous m'entendez. J'aurais une question pour Madame Lallemand. Je vais tâcher de faire preuve de concision. J'aurais une première question de savoir comment vous voyez les marchés d'électricité à l'horizon de l'hiver prochain. Et une seconde question de savoir plus sur votre réforme, quand est-ce que on pourra voir les conséquences et les impacts. Alors effectivement, c'est une question qui est très importante. On a travaillé sur la proposition de réforme sous l'hypothèse qu'elle serait adoptée avant l'hiver prochain. Mais maintenant, moi, à titre personnel, je pense que c'est difficile d'avoir des effets immédiats. Déjà, toutes les dispositions de la directive, les États membres ont 6 mois pour l'implémenter, ça ne peut pas s'implémenter rapidement. Les CFD, les PPA, ce sont des mesures qui vont prendre un certain temps pour avoir vraiment un effet sur les factures. Donc l'hiver prochain est effectivement une question importante. Ça a été dit dans le débat, pour cet hiver-là, on a eu des mesures d'urgence avec un cap de prix. La consultation publique là-dessus a été assez unanime sur le fait qu'on ne souhaite pas pérenniser ces mesures. Les mesures s'arrêtent en juin, le cap de prix s'arrête en juin. Là, la Commission est en train de rassembler les données des États membres pour produire un rapport et donner un avis. Ensuite, le Conseil décidera ou non de le prolonger, mais pour l'instant, c'est plutôt une non-prolongation. Donc l'hiver prochain, on compte surtout sur l'effet des premiers effets des mesures de la réforme, mais ça dépendra évidemment quand elle est adoptée. Donc c'est effectivement une question qui risque de prendre plus d'ampleur dans les mois prochains. Mais ça veut dire aussi que d'ici l'hiver prochain, et ça nous un travail de partage entre les États membres, quant aux mesures de sobriété qui ont été ou pas déployées dans tel ou tel pays, et en retirant les bonnes pratiques et en désirant de voir, il y a tout un espace politique qui peut être utilisé en dehors de l'examen des textes. Et donc, je ne suis pas sûr que cet espace d'échange entre les États soit développé au potentiel. En France, on a cité RT tout à l'heure, 9% de baisse de la consommation. Est-ce que c'est pareil dans les autres pays? Il y a quel type d'appel à la maîtrise de la consommation? Il y a tout cet espace de travail entre les États membres qui peut être extrêmement urgent d'encourager pour les mois qui viennent. Une dernière question? Éventuellement, s'il y en a pas. Oui, madame. Je vais finir par une question un petit peu technique qui s'adresse plus à Mathilde Lallemand à propos des hubs virtuels, qui rejoint un petit peu la question précédente sur l'impact et la manière, les modalités d'application vues par la Commission, parce que ce serait un outil assez nouveau pour améliorer la liquidité, plutôt marché à terme, enfin vous allez me confirmer. Est-ce que ça va être pris comme sous une forme d'expérimentation au départ avec des zones identifiées, ou ce sera laissé complètement à la liberté des différents opérateurs et des producteurs? Merci. Alors effectivement, pour améliorer la liquidité des marchés à terme, les marchés forward, la Commission a proposé de créer des hubs virtuels, des zones de prix. Aujourd'hui, les produits forward, donc quand vous achetez l'électricité pour un trimestre, un semestre, une année, c'est fait par zone de marché. Ces marchés ont des liquidités qui sont très différentes. On voit que l'Allemagne a une forte liquidité, d'autres zones de prix ont une liquidité beaucoup plus faible, et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'acteurs vont en fait utiliser la zone allemande pour se couvrir et ensuite utiliser les droits de transférer l'électricité aux frontières pour avoir au final une couverture dans leur zone de marché. La proposition consiste à créer en fait une zone de prix virtuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un produit d'énergie, donc trimestriel, semestriel, annuel, sur une zone de marché, elle serait achetée sur un hub. Enfin, les opérateurs de marché développeraient ce genre de produit, et ça permettrait en fait de créer une référence de prix qui ne soit plus zone par zone, mais plus régionale. Maintenant, comment c'est une idée qui est assez nouvelle, qui a beaucoup d'impact, qui ne va pas s'implémenter du jour au lendemain. L'idée, c'est en tout cas dans la proposition qui a été faite,
c'est qu'une méthodologie européenne soit développée par NSOE notamment pour développer ces zones régionales, ces hubs régionaux, et pour développer une méthodologie pour créer ces prix de référence. Donc c'est quelque chose qui va se faire dans le temps et avec une harmonisation européenne sur la définition de ces hubs. C'était une dernière question technique, mais effectivement, les hubs virtuels ont suscité pas mal de questionnements ici et là. Merci beaucoup à toutes et à tous, merci à vous.